C'est pas vrai que c'est rien qu'aux autres que ça arrive. Quand on sait qu'il y a plus de 80% des jeunes qui font l'essai d'une drogue pendant leur passage au secondaire, je pense qu'il n'y a pas un parent qui peut se croire à l'abri des ravages de la toxicomanie. Je m'appelle Marie-Ève Carrier. Je suis directrice d'école primaire. Mon nom, c'est Francine Hébert. Je travaille à la maison dans une garderie en milieu familial qu'on appelle. Mon nom, c'est Pierre Parent. Je suis un homme d'affaires. Je suis président de mon entreprise. Mon nom est Jacques Charlebois. Je suis retraité. Je m'appelle Hélène Charlebois. Je suis mère de 3 garçons. J'ai eu la chance d'avoir 3 enfants de 21, 18 et 16 ans, dont une fille entre 2 garçons qui a eu des problèmes de toxicomanie. J'ai un fils qui a consommé des drogues. J'ai un fils qui est aujourd'hui dans la vingtaine avancée et qui a eu un problème important de toxicomanie. Depuis 1 an et demi, 2 ans, je trouve qu'avec mes 2 jeunes, qui ont 12 ans et 14 ans, ça commence à brasser plus que ça n'a jamais brassé. J'ai fait un burn-out qui a duré 1 an. J'ai été 1 an sans mettre les pieds à mon bureau parce que je n'étais plus capable de vivre, d'accepter que mon fils se tue graduellement avec l'aide de produits toxiques comme les drogues. Et un jour, mon organisme ne le prenait plus. Et ça m'a carrément jeté par terre. C'était difficile de le regarder arriver. C'était un gars qui faisait pitié. Parce qu'il était rendu au bout, là. Il faisait 10 ans qu'il était en Californie, puis il avait été se réfugier au consul du Canada à San Francisco. Puis on a eu un appel, puis une dame qui nous a dit de venir faire quelque chose. Ce gars-là, il n'en peut plus. Oui, on se pose beaucoup de questions. Ce qu'on aurait dû faire, ce qu'on n'a pas fait, et puis pourquoi lui, pourquoi pas les autres aussi, pourquoi pas les autres, ses frères et lui spécialement. Les principales difficultés, c'est quand notre enfant fonctionne mal vis-à-vis nous et non pas seulement vis-à-vis de ses études, qui commence à nous voler, qui nous ment, qui est agressif envers nous, qui essaie de tout le temps nous manipuler et nous culpabiliser également de choses qu'on a fait dans leur enfance. Ça, c'est quelque chose qui est très difficile parce que ça nous remet en question. Puis c'est inévitable qu'on se culpabilise dans ces situations-là. C'est plus facile que se procurer de la bière, c'est plus facile que pour un mineur là, que d'avoir des cigarettes ou de la bière. Parce qu'il y en a partout, il y a même ils en vendent dans les écoles primaires. Tu marches dans un parc, tu vas entendre du monde en vendre. Tu connais toutes les places, tu vois les genres de personnes, tu sais qu'un tel pourrait savoir où, puis tu peux avoir des numéros de téléphone facilement, puis il y a des piqueries à Montréal, puis juste autour de chez nous, ici, il y en a 10, puis c'est une petite ville de campagne, tu sais. Fait que c'est vraiment, puis surtout les petites villes, là, c'est pire que dans les grosses villes. Parce que quand c'est des descentes, ils envoient tout ici. Fait qu'on a tout le temps tout, puis c'est le monde se connaisse, puis tu finis par rencontrer du monde, puis on a des places comme la montagne, puis tout le monde va là. C'est vraiment quand les gens se tiennent en gang, là, tu connais du monde, puis tel il y a du meilleur stock que l'autre, puis là, tu parles, puis c'est vraiment facile. La première drogue illégale, c'est le cannabis. Le cannabis, c'est une plante, et puis on retrouve cette drogue-là sous 2 formes sur le marché. Le pot qu'on appelle, ou la marijuana, qui sont les feuilles séchées de la plante, ou le hashish, qui est une mixture là, qui ressemble un petit peu à du chocolat, qui peut être blond, qui peut être brun, qui peut être noir. Et la plupart du temps, les gens vont rouler les feuilles et en faire une petite cigarette et vont simplement l'allumer et la fumer, là. Ou encore, quand c'est du hashish, ils vont le réduire en petites miettes, ils vont égrener le hashish, ils vont le mélanger à du tabac, ils vont rouler ça en forme de cigarette aussi.
Il y a aussi toutes sortes d'autres petits outils qui peuvent être utilisés, différentes sortes de pipes. Il y a des pinces aussi pour tenir la cigarette qui s'appelle un joint, soit dit en passant, et qui peuvent servir à la consommation. Ça, là, c'est le genre de drogue que tu fumes un joint avec un ou deux amis, là, puis tu t'es fort dans les divans, puis tu parles, puis t'écoutes du Pink Floyd, puis tu sais, là, c'est relax. C'est vraiment pas une drogue pour... Moi, je trouve que c'est plate, mais franchement, là, c'est... Tu sais, tu viens, tu fumes ça comme des cigarettes, ça te fait plus d'effet. Alors, toujours dans l'ordre des croissants, là, après le cannabis, souvent on retrouve sur le marché ce qu'on appelle du PCP, c'est-à-dire on va vendre ça comme de la mescaline, comme du LSD, comme de l'acide, mais c'est la phéncyclidine essentiellement, donc du PCP, qui à l'origine est un produit vétérinaire destiné à calmer les animaux. Ça dépend de la dose que tu prends, mais quand elles sont bonnes, souvent tu as des hallucinations. Puis si tu as le malheur d'être dans le noir, là, t'es fait. Là. Tu vois des dinosaures, tu vois des araignées, tu vois toutes sortes de bébites, puis t'es là, puis là. Souvent, ce qu'on retrouve sur le marché, ce sont des champignons commerciaux et comestibles qui ont été injectés au PCP également. Donc, c'est un peu la même chose. Les champignons sont séchés et sont tranchés sur la longueur et sont séchés. Et souvent, on va vendre ça comme des champignons magiques, alors que c'est simplement des champignons commerciaux, mais qui vont être injectés au PCP. Il existe aussi le fameux champignon peyote, dont la tige est plus longue et dont la tête est plus petite et orangée, qui, lui, contient différents produits qui peuvent être hallucinogènes également. Les effets vont être un peu les mêmes, distorsion de la notion du temps, hallucination au niveau auditif, au niveau visuel également. Dans la catégorie des stimulants, après ça, ce qu'on retrouve, c'est la cocaïne essentiellement, qui se présente sous deux formes. On appelle le crack, on appelle la freebase, qui sont des formes dérivées. Essentiellement, c'est une poudre. C'est un alcaloïde d'une plante qui s'appelle cocaïne et qui pousse en Amérique du Sud. Et c'est une petite poudre blanche qui ressemble un peu à du sucre. Les gens vont faire des lignes avec ça sur une table, ils vont prendre par voie intranasale, vont le sniffer avec une paille ou quelque chose comme ça. C'est un gros high. T'es speedé... Tu cours 200 mètres, c'est vraiment, là, tu fais n'importe quoi, tu marches vite, tu parles tout le temps, t'as les gencives gelées, t'es là tout le temps, puis tu sais, là, tu te touches partout, puis toutes les drogues, tu te touches partout, dans le fond, là, t'es tout le temps là, les mains d'en face à te checker, puis... Quand on parle de crack, on parle du même produit, mais qui a été condensé essentiellement avec du bicarbonate de soude, ce qu'on appelle communément de la petite vache, là. Le jeune va prendre la roche, va la briser, il va la fumer dans une petite pipette. Et le fait qu'on respire ça directement d'abord, ça crée une dépendance, une accoutumance psychologique beaucoup plus rapide parce que l'effet est plus ressenti, il est ressenti plus rapidement. Et également, mais 5 ou 10 $, le jeune peut se procurer ça. Et le pari que les gens font, c'est il va en consommer 2 ou 3 ou 4 fois à 5 ou 10 $, puis il va tellement aimer ça que là, il va avoir la motivation, tu sais, de faire ce qu'il faut pour aller chercher le 25 ou 100 $ pour avoir réellement la coke. Freebase, c'est la drogue libérée de sa base, et la personne qui va fumer ça va le fumer dans une pipe à eau, et souvent avec l'aide d'un chalumeau ou d'une température assez élevée, et va fumer la cocaïne pure. À partir de ce moment-là, cependant, si votre cocaïne est pure à 35 % dans le gramme que vous avez acheté, bien, pour fumer 1 gramme de cocaïne pure, vous devez acheter 3 grammes sur le marché. Donc, ça devient très coûteux. L'héroïne, évidemment, c'est toujours vu comme la reine des drogues et comme le summum, quelque part. C'est un opiacé, c'est un dérivé de l'opium. L'héroïne est une drogue qui arrive encore une fois sous forme de poudre, qui est aussi consommée par voie intranasale ou qui peut être fumée. Et souvent aussi, l'héroïne, on va l'injecter. Alors, tout ce qui est en poudre, d'ailleurs, comme drogue, que ce soit de la cocaïne, que ce soit de l'héroïne, peut être injecté. Il n'y a plus rien, là. Tu pourrais être ça dans une pièce vide, là, tu serais bien, tu sais. Tu pourrais être couché sur un matelas, tu serais bien, il n'y a rien, là. C'est juste toi, puis juste toi, puis t'as plus de problème, là. Tu peux être endetté de 10 000 $, là, broyer pendant des journaux complets, là. Tu vas te juste sur l'héroïne, puis t'as plus rien, là. C'est le paradis. L'héroïne, on la retrouve moins chez les jeunes parce qu'elle est plus chère, parce que son mode d'administration, qui est l'injection, fait peur, et parce que c'est pas une drogue non plus d'initiation, c'est une drogue dont l'effet dure de 8 à 12 heures et qui est suivie d'une période dépressive importante aussi, parce qu'il y a un grand sentiment de bien-être qui accompagne l'héroïne. Personne n'est à l'abri de la toxicomanie. La toxicomanie, d'abord, la définir comme il faut, c'est un problème de dépendance psychologique, le plus souvent, et physique à l'occasion, à une ou plusieurs drogues.
Bon, la toxicomanie, c'est quelque chose qui peut toucher tout le monde, mais on a coutume de dire actuellement que durant le stage au secondaire, c'est-à-dire entre 12 et 17 ans, il y a à peu près 80% des jeunes qui vont essayer une ou des drogues, incluant l'alcool, au moins une fois. Mais il y a environ 5% ou un peu moins qui vont à un moment donné vivre un problème de dépendance ou se sentir comme accrochés à une drogue. Et de devenir toxicomane, c'est d'être dépendant à long terme, ou c'est d'être accroché suffisamment longtemps pour pouvoir construire son mode de vie autour de la consommation de drogue, que la consommation du produit devienne l'activité principale dans la vie du jeune. Alors là, on parle encore peut-être de 1 ou 2 ou de 3% des jeunes. Je pense que fondamentalement, la drogue est tellement ouverte à tout le monde, n'importe qui peut en prendre. Puis qu'on fréquente des institutions privées ou publiques, c'est le même problème, il y en a d'accessibles. Que les enfants aient de l'argent où il n'y en a pas, ils vont s'en procurer, ils vont leur en donner gratuitement. Au départ, je suis persuadée que le fond, c'est l'intérieur de l'être humain. Ce besoin ce manque de confiance, ce manque d'estime de soi qu'ils ont, fait qu'ils ont besoin d'aller, soit par l'alcool ou la drogue, chercher quelque chose qui va les remonter un peu, face à eux-mêmes et face aux autres. Donc, l'enfant qui va s'en aller là-dedans, c'est parce qu'en quelque part, il a eu des difficultés à gérer sa vie. La dope, en soi, c'est une béquille. Si tu enlèves la dope, il faut que tu ailles voir qu'est-ce qu'il y a en dessous. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es emmené? Qu'est-ce qui a fait que tu as eu besoin de cette consommation-là pour survivre? Moi, j'ai tout le temps eu le gros besoin d'être excessif. Fallait que je fasse tout plus que tout le monde. Parce que, bon, peut-être que j'avais besoin de me faire voir. J'ai un gros besoin d'attention, d'amour, d'affection. J'ai besoin de me faire accepter par les gens alentour de moi. Puis, quand j'étais jeune, c'était un petit peu ma manière à moi de me montrer différent des autres ou meilleur, si on veut. Alors, quand mes chums fumaient des joints, moi, j'en fumais 2, puis bon, éventuellement, moi, ça m'a mené à l'héros pendant que les autres ont resté à côte. C'est ça. Il fallait tout le temps que je fasse plus que le monde, parce que sinon, je me sentais diminué, je me sentais inférieur aux gens en partant. Mais je pense que c'est le moyen le plus facile là, pour fuir ce que je vivais. Là. J'avais bien des problèmes au niveau familial, tout ça. Fait que, au début, c'était comme par curiosité, sauf que au fur et à mesure, ça a devenu comment. Je m'en fous de chez nous. Je pensais que je m'en foutais, puis ça me dérangeait plus. Puis, je pouvais l'éviter assez facilement en consommant. Puis si on voulait dire qu'est-ce qu'il y a en commun ou essayer d'établir un peu un profil de la personne qui risque de devenir dépendante des drogues, on pourrait dire que c'est spécialement les jeunes qui vivent des hauts niveaux de détresse psychologique, des taux de stress importants, qui vivent de l'angoisse face à leur avenir, qui se sentent un peu découragés, qui n'ont pas beaucoup confiance en eux-mêmes ou dont l'estime d'eux-mêmes est assez peu élevée. Des jeunes qui ont, disons de manière globale, pas vraiment le sentiment d'avoir le contrôle sur leur vie ou sur leur mode de vie, qui ont l'impression de subir des choses plutôt que de pouvoir être actifs et de changer les choses. Alors à ce moment-là, on peut mettre le risque de toxicomanie en lien avec la pauvreté, le chômage, la misère, la violence dans la famille, le fait de ne pas recevoir suffisamment d'attention, le fait de vivre des échecs répétés, le fait de se sentir isolé à l'école, d'être marginalisé, bon, tout ce genre de situations-là. Ma mère, elle travaillait trop, là, elle était workaholic. Mon père, il est cocaïnomane, alcoolique, gambler. Puis ma soeur est toxicomane aussi. C'est clair que si tu viens d'un milieu familial où il y a beaucoup de déviance, il y a beaucoup d'alcoolisme, il y a beaucoup de problèmes de toxicomanie qui est inhérent au milieu familial, il y a de la violence, il y a de l'incompréhension, il n'y a pas de dialogue, oui, effectivement, tu as comme des bons prérequis à tomber là-dedans si un jour tu y touches, OK? Par contre, ça ne fait pas pour autant des gens non toxicomanes parce qu'ils sont dans un très bon cadre de vie. Moi, c'était une bonne qui m'a élevé. Là. La seule année que j'ai habité chez mon père, moi, j'ai déménagé chez mon père, j'avais 10 ans. Il m'a chipé au pensionnat 3 ans. Puis la seule année que j'ai habité chez lui, il y avait une bonne qui me faisait mes repas, qui me mettait mon linge aussi. Et que s'il y avait un problème avec la consommation, c'est un appel à l'aide à ce moment-là. Ce que je vais dire là, il faut faire attention, OK?
Quand il y a de la consommation, on va parler souvent que les gens vont avoir des attitudes physiques, des yeux cernés, les yeux rouges, des choses comme ça, mais tu peux bien avoir la grippe aussi, OK? Tu sais, je me voyais bien, moi aussi, je maigrissais, puis j'étais rendue, tu sais, vraiment, là, la peau sur les os, puis tu sais, verte, là, c'était pas belle à voir, tu sais, j'étais maganée, j'avais plus de couleur, j'avais tout le temps des cernes. Il y a des symptômes de l'environnement aussi, comme trouver un joint, comme trouver des pipes, comme aussi le genre de fréquentation que notre jeune peut avoir, etc. Puis en touchant, j'ai touché un mouchoir, un Kleenex, puis ça avait un son que je l'ai ouvert, puis il y avait des joints. Il y a des symptômes dans le comportement, comme manger plus que d'habitude ou avoir de la misère à trouver le sommeil. Il a lâché son équipe de hockey. Ça faisait 5 ans qu'il jouait au hockey, à 3-4 fois par semaine. S'il aurait pu jouer 6 fois, il l'aurait fait. Tout à coup, du jour au lendemain, il ne veut plus y aller. Il était capitaine de son équipe. Je voyais progressivement là, des symptômes d'agressivité, une détérioration de sa réussite au niveau scolaire. Ces symptômes-là sont des indices, mais c'est jamais des preuves. Et on n'est jamais certain. Et à moins de bien connaître le jeune et de voir des changements radicaux dans son comportement, dans ses fréquentations ou dans sa manière d'être, on ne peut pas avoir vraiment d'indices valables. Et même si vous avez un jeune, un adolescent, 13, 14, 15 ans, qui change d'amis, qui change de vêtements, qui ne parle plus de la même manière, qui ne s'intéresse pas aux mêmes choses, il ne faut jamais perdre de vue qu'un adolescent, c'est d'abord et avant tout un bouillon d'hormones. Donc, c'est quelqu'un qui est en exploration de toutes sortes de choses et qui est susceptible de vivre des changements radicaux et des changements importants sans que ce soit nécessairement relié à la drogue. Si vous trouvez un joint dans sa chambre, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un joint dans sa chambre. Ça ne veut pas dire qu'il l'a fumé parce qu'il ne serait pas là, le joint, première des choses. Deuxièmement, même ce joint-là, ben là, si vous allez voir votre jeune, il va vous dire, ben c'est un de mes amis, je ne sais pas ce que c'est quelqu'un qui a mis ça là. Je pense que ce qu'il faut éviter, c'est de paniquer. Ce qu'il faut éviter, c'est d'accuser. Ce qu'il faut éviter, c'est de sauter aux conclusions tout de suite. Donc, j'ai abordé la question à plusieurs reprises avec lui. Il a nié, c'est d'ailleurs une attitude régulière, de nier l'évidence. Il disait, oui, je prends un peu de pot de hache de temps en temps, mais il n'y a rien là. Mais en fait, la réalité était tout autre. Un parent qui est capable de contrôler sa panique, qui peut en discuter avec son enfant. Et puis en discuter de façon honnête. Quand je dis de façon honnête, c'est pas dans un ton accusateur. Tu consommes, je t'ai pogné. Ça donne rien. Ça donne rien de faire ça. Ça coupe la communication avec l'enfant. Au début, j'affrontais plus en disant « t'as fait ça, etc. » et je mettais de l'huile sur le feu. Alors que quand j'ai commencé à parler de mes émotions, puis à lui dire « écoute, moi, je suis plus capable de vivre ça, ça n'a pas de sens, c'est pas comme ça que je t'ai éduqué, je m'attends à ce que dans la vie, tu sois autonome, tu puisses un jour partir en appartement, etc. » À partir de ce moment-là, j'ai senti que j'avais une meilleure écoute de sa part, en tout cas. Parce qu'il se sent tellement contrôlé par les parents. Et encore maintenant, là, elle se sent contrôlée. C'est pas rose bonbon encore maintenant. Mais il reste que ils ont besoin que d'autres personnes leur transmettent des sentiments aussi. C'est bien important au niveau du contact, parce que ce qu'il faut, la clé, c'est d'établir et de conserver un contact, d'avoir un lien de communication avec le jeune. C'est sûr que tout parent est équipé pour aider son enfant. La façon dont l'aide va être la plus profitable pour un parent, c'est d'aller chercher de l'aide à l'extérieur. Pourquoi? Parce que émotivement, tu es tellement embarqué quand c'est ton enfant. Moi, ça fait 18 ans que je travaille là-dedans. J'ai eu 2 jeunes enfants, j'ai une fille de 8 ans, puis un garçon de 11 ans. Demain matin, je traite mes enfants sont consommateurs. Je te jure que je cours chercher de l'aide. On n'a pas à avoir honte d'affronter un problème de ce type-là à l'intérieur de notre famille. Et je pense qu'il faut faire appel le plus rapidement possible à des ressources extérieures. Il ne faut pas être gêné de demander de l'aide à des parents, à des amis qui peuvent nous mettre en contact avec des ressources extérieures. C'est extrêmement important. Il y aurait 2 types de ressources. Il y aurait des ressources sur les substances et les produits comme tels. Alors, je pense qu'en appelant à la Communication de Québec, par exemple, les parents peuvent se faire indiquer différentes brochures et différents dépliants, aussi bien du ministère de la Santé du Québec que du gouvernement fédéral, Santé et Bien-être social, qui sont bien faites et qui expliquent bien quelles sont les drogues. Et il y a des policiers aussi qui donnent des conférences, policiers éducateurs, et qui vont vous montrer les drogues et vous parler des effets et tout ça.
Et au niveau du jeune, je pense que les ressources essentielles, il y a des groupes d'entraide qui existent bénévolement. Il y a des groupes d'entraide qui existent dans les écoles. Il y a aussi des groupes d'entraide qui existent, qui sont montés par des compagnies ou des organismes qui font de la prévention, des institutions aussi, comme des centres d'accueil. Des groupes où on rencontre d'autres parents et on peut échanger, on peut se parler de nos problèmes et trouver des solutions. Évidemment, quand on se ramasse avec un enfant qui est junkie, qui a fait 3 tentatives de suicide, puis qui est dans l'eau aux oreilles depuis 8 ans, puis qu'on s'en est pas rendu compte, ben ouais, on panique, là, puis il y a peut-être raison de paniquer aussi. Mais ça, c'est des cas, c'est minime, là. C'est pas notre société en général qui vit ça. Mais il fallait qu'elle soit acculée au pied du mur. Et dans le fond, elle m'a dit, j'attendais qu'on m'arrête. J'ai commencé pour avoir de la drogue, j'avais besoin de plus d'argent. Ça suffisait pas de piquer 100$ par fin de semaine à maman, tu sais. Ça me prenait plus, fait que j'ai commencé à faire de la fraude. J'ai commencé avec mes parents. Je fraudais leur compte, puis maman s'en est rendue compte, fait qu'elle a porté plainte. Ils m'ont arrêté. Puis après ça, j'ai commencé à faire des infractions, parce que la fraude, c'était bien beau, mais j'étais pas pour vider leur compte de banque au complet, tu sais, j'avais trop... ça n'avait pas d'allure. Là, je savais que j'allais me faire prendre. Tu sais, je pensais tout le temps à tout. Mais ça, c'était pas grave, la fraude. Tu sais, c'était un détail. Pour moi, c'était rien. Puis là, j'ai commencé à faire bien les infractions. Puis là, c'était vraiment, j'étais folle. Là. En plein jour, la nuit, le jour, je m'en foutais. Tu sais, c'était n'importe quand. Puis là, un matin, tu sais, j'ai laissé traîner mon sac avec des objets volés, des faux chèques, des cartes de crédit, puis des tournevis pour ouvrir. Alors, un bon matin, avant d'aller travailler, j'ai trouvé des choses volées dans son sac. J'ai pris le sac et j'ai été le porter au poste de police. Et j'ai dit, ça appartient à ma fille. Je vous rappelle dans la journée, j'ai une réunion ce matin. Et là, j'ai su qu'elle s'arrêterait là ou elle s'arrêterait jamais. Parce que là, vraiment, elle avait 17 ans, à la veille d'être majeure. Donc, c'était là ou jamais. Puis moi, quand elle m'a appelé, j'ai dit, c'est pas moi, c'est Yannick, c'est un tel qui a fait ça, tu sais. J'étais allée au poste de police, il y a du désodorisant dans le chandail, fait que je voulais ça. J'étais allée au poste de police, puis ils m'ont mis en état d'arrestation. Ils m'ont gardé jusqu'à 2h du matin. Puis je suis sortie de là, puis là j'ai dit, moi je m'en vais en reportage. C'est fini, je suis en train de gâcher ma vie, tu sais. C'est trop, c'est trop. Tu sais, là j'ai atteint le fond du baril, tu comprends-tu? Le mieux qu'ils ont fait, c'est me faire arrêter. Ils n'ont jamais rien fait qui n'était pas correct, tu comprends? Oui, souvent, je suis partie longtemps de la maison. Maman, j'étais à Québec, maman, j'étais à Sherbrooke, maman, je suis ici, maman, je suis ça, j'étais tout le temps partie. Mais tu sais, comme... mettre l'enfant dans la réalité, tu sais, dire, OK, tu veux consommer, tu veux vivre une vie de même, attends, tu sais, va faire ta vie, vas-y. Un des moments les plus difficiles de ma vie, je rentrais à une réunion avec mes collaborateurs, mes employés, dans un restaurant du centre-ville de Montréal. Et en me tournant juste avant de rentrer, je vois quelqu'un qui est en train de quêter, et c'était mon fils qui était en train de quêter. Alors, je peux vous dire que ça a été extrêmement difficile à vivre parce que c'est moi-même qui l'avais mis dans cette situation-là. Même si j'étais capable et que j'aurais pu lui donner l'argent pour qu'il vive, en fait, l'argent que je lui aurais donné, il se serait injecté dans le bras. Et j'ai dû me faire résistance pour ne pas céder dans la résolution que j'avais prise, qui était celle de tenir bon tant et aussi longtemps qu'il ne déciderait pas lui-même d'aller se faire soigner de façon importante. La prévention, la véritable prévention, celle qui parle d'un lien entre le jeune et vous, la prévention, ça commence au berceau, ça commence quand le jeune arrive chez vous, y donner confiance, établir un lien, y montrer qu'on peut l'aider, y montrer qu'on peut l'accompagner, sans jamais oublier pour autant qu'à l'adolescence, il est normal que le jeune se distance de sa famille, il a besoin d'exister en dehors de nous autres, il a besoin d'être quelqu'un d'autre que l'enfant de ses parents, il a besoin d'être quelqu'un par lui-même. Je dirais que la seule façon d'essayer de prévenir le phénomène de la toxicomanie chez les jeunes, c'est d'essayer de leur donner un environnement familial le plus important possible, le plus proche possible, leur transmettre le plus d'amour possible et avoir le plus de présence possible.
Mais au départ, je suis persuadée que dès le jeune âge, ce qu'il faut travailler avec eux, c'est l'estime de soi, la confiance en soi et le sentiment d'être capable de faire face à n'importe quoi dans la vie. Je pense qu'on est condamné comme parents à faire le mieux qu'on peut avec ce qu'on sait. Et le meilleur conseil que je peux donner, c'est essayer d'être le plus proche possible de vos enfants et d'établir avec eux un dialogue basé sur la confiance et l'amour. Ça n'empêchera pas, évidemment, c'est sûr, ça, de rencontrer des difficultés de tout genre. Mais quand il va rencontrer des difficultés, il va être plus porté à être proactif puis à dire « je peux appliquer des solutions, je peux essayer des affaires, j'ai une valeur puis je vais passer à travers ». Donc, c'est la meilleure manière de les prémunir, c'est de les aimer ultimement à travers de ça. On a tous besoin de se sentir important, de se sentir aimé, de sentir comme de la chaleur autour de nous autres. Si tu as un réseau, tu te sens moins tout seul, tu as moins de chances aussi de tomber dans des solutions exutoires ou dans des solutions comme la drogue. Pour avoir du plaisir, ben, ils pensent qu'il faut de l'alcool ou de la drogue. Ils ont commencé ça tout jeune, là, à l'adolescence, à 12 ans. Alors que nos souvenirs de jeunesse, nous, on se rappelle d'avoir été faire des sorties dans la forêt, mais sans se droguer, puis on a eu du plaisir. C'est juste marcher dans la rue, je suis rendue que j'aime ça, tu sais. Je détestais ça avant, tu sais, là, je vais aller me promener dans la montagne cet après-midi, tu sais, c'est comme... J'ai découvert que la vie, ça avait, tu sais, il y avait un goût à ça. C'était pas juste fumer des joints, puis se aller dans une cave, puis boire de la bière, tu sais. Et puis là, il est en Europe, il est en Belgique, il travaille. Il a travaillé fort cet été. On l'a vu souvent, il nous appelle souvent. Ça a l'air qu'à date, ça marche. Non plus, je ne veux pas me dire que c'est impossible qu'il y ait une rechute, parce que là, ça serait trop difficile à accepter si jamais il en a une. Alors, c'est d'avoir confiance. Mais je pense que, oui, il faut avoir de l'espoir. Et moi, je suis aujourd'hui rempli d'espoir parce que mon fils va avoir presque 3 ans d'abstinence bientôt. Je reste inquiète, c'est certain, parce que je sais que la vie ne sera pas aussi facile pour ma fille que pour mes garçons. Cependant, avec l'équipement qu'elle a maintenant, puis elle sait où aller chercher ses ressources, elle sait qu'elle peut compter sur nous, ses parents, sur portage, elle sait maintenant mieux exprimer ses besoins. Je pense qu'elle est mieux équipée pour s'en sortir, mais je sais que ça ne sera pas facile encore.